Là, le problème est réglé. Je ne sais pas si les gens vont se connecter. Donc, on va parler du véganisme. Merci de partager la vidéo. Merci de partager ce live. Et puis, on va parler de pourquoi est-ce que nous devrions être véganes et en quoi est-ce que notre alimentation est en cause. Donc, ben, c'est le rendez-vous d'apéro conversation qui va se dérouler malheureusement, enfin pas malheureusement, qui va se dérouler ici aujourd'hui. Pour exceptionnellement, je veux dire aujourd'hui ici. D'accord? Allez, on démarre. Je m'installe, on va démarrer. On va le faire à partir d'ici. Il n'y a pas de son? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a maintenant le son. Merci beaucoup. Alors, j'arrive. Bon, merci. Alors, voilà. Je m'excuse vraiment pour ceux qui attendaient ce direct sur la page d'Apéro Conversation. Je tentais de partager le direct depuis la page Apéro Conversation, mais j'arrivais pas. Et j'étais en ligne avec mon opérateur et puis finalement on a parlé, donc j'ai dû faire un essai à partir de ma page personnelle et quand ça a pris, je suis resté. Ça va permettre à ceux qui ne sont pas abonnés de la page Apéro Conversation d'avoir accès à cette thématique. La thématique d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que nous devrions être végétaliens et histoire de parler un peu de notre alimentation. Donc, je vais essayer de me reprendre parce que j'étais tellement pris avec les histoires de connexion que j'avais du mal. Je vous invite à partager à celles et ceux qui veulent savoir pourquoi est-ce qu'on parle de devenir vegan, les gens qui arrêtent de manger la viande, des gens qui ont besoin de consommer que des plantes, des fruits, des racines, etc. Pourquoi est-ce que les gens le font? On va essayer de parcourir le sujet très rapidement parce que j'ai banalement 30 minutes de retard à cause de la connexion. L'idée c'est que au lieu de me connecter plus tôt, j'ai attendu de me connecter à l'heure pile. Et puis, il y avait un souci de connexion. J'ai dû appeler l'opérateur, etc. Bref, en tout cas, nous sommes ensemble ici à partir de cette page-là. C'est un apéro conversation. Si ceux qui connaissent le principe, il y a toujours un petit truc à boire. J'espère que vous passez
un bon samedi chez vous. Désolé du retard. On pourrait reporter le sujet, mais l'idée pour moi, c'était quand même de respecter le rendez-vous parce que les gens attendaient de suivre ce sujet-là. Donc, je vois qu'il n'y a que des nouveaux. Si vous êtes prêts, on peut démarrer et les autres vont nous rejoindre. Ok? Dites-moi si on démarre. Salut Sylvie, salut Sévior, salut Kossivi Amédénianou. Dites-moi si on démarre, hein. On démarre. On peut démarrer, hein. Santé. J'ai bien m'installer là. Alors, je suis installé, j'ai repris mes esprits. Je m'excuse vraiment pour ceux qui attendaient ce live à partir de la page Apéro Conversation. Désolé, vraiment désolé. Vous savez, les difficultés de la technologie parfois, même dans les pays développés, ça arrive. Et là, le jeune homme me parlait de changer mon modem parce qu'il n'est pas 100% ceci et cela. Bref, je lui ai dit, écoutez, on prend rendez-vous la semaine prochaine. Donc, d'ici samedi prochain, je pense que le problème sera réglé. Vous pouvez commencer à boire. On va boire ensemble et converser sur le sujet du véganisme. Alors, pourquoi devons-nous devenir végétaliens? Notre alimentation sérieusement en cause. Sur l'invitation, j'avais dit notre alimentation en cause, mais là, je dis alimentation sérieusement en cause. Le sujet a été demandé par Kujo Mablé, qui est un grand frère très sympathique ici, qui vit à Montréal, avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à faire de véritables apéro-conversations, c'est-à-dire je vais chez lui, on s'assoit, on converse et puis on discute de différents sujets. Et pour la petite histoire, il y a la bouteille de Tulibardine 228 que j'ai postée sur mon compte personnel hier. La bouteille 228 qui rappelle donc le code téléphonique du Togo plus 228, elle a vu le jour hier, cette bouteille, et puis malheureusement, elle a pas duré. Et donc, sa vie a été de très très courte durée. Je pense qu'en moins de 4-5 heures, on avait fini cette bouteille de 228. C'est dire tout l'amour qu'on a pour notre pays, le Togo, même quand on est loin. On porte le Togo dans notre cœur et voilà. En tout cas, c'est un exercice à ne pas répéter chez vous. Je vous invite vraiment à laisser le soin aux professionnels de finir une bouteille à deux. En 5 heures de temps, ne le faites pas chez vous, consommez avec modération. Donc, disons que le sujet est parti du fait que à chaque fois que je dis que je ne mange pas de viande, que je suis vegan, les gens sont intrigués, ils se demandent pourquoi un noir, pourquoi un africain, il va devenir vegan, c'est un truc de blanc, qu'est-ce qu'il y a, ils veulent comprendre. Quand ils ne pensent pas que je suis fou et que ça va pas du tout dans ma tête.
Ils sont intrigués. Je pense que c'est aussi c'est le résultat d'une conception qu'on a malheureusement de l'homme noir. Je pense que l'idée, l'image de Shaka Zulu des Amazones où on a encore des lances à courir après les rats dans la brousse est resté dans la tête de beaucoup de gens. Et on pense qu'un Africain, un vrai Africain, lui, il chasse et il boit, enfin il chasse et il mange la viande. Moi, depuis 2013, j'ai fait le virage, je me porte très bien et j'ai arrêté de consommer la viande alors que j'étais un gros consommateur avant et je n'ai aucune intention de revenir sur cette décision, aucune. Je me sens tellement bien depuis que j'ai fait ce virage-là et à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, quand je dis que je suis vegan, j'en parle avec beaucoup de plaisir parce que c'est l'une des plus grandes et belles décisions de ma vie. Et puis, comme je l'ai dit, je ne veux pas revenir en arrière. Je pense même aller à ce qu'on appelle le respirianisme. Je vais vous expliquer les termes tout à l'heure. Donc, comme on a démarré, il faut savoir qu'il y a une distinction entre végétarien, végétalien et vegan. Il y a une vraie distinction entre ces trois termes-là. Mais généralement, que ce soit le végétarien, le végétalien ou le vegan ou même celui qui fait du respirianisme, il ne mange pas de viande. Ni de viande rouge, ni de viande blanche. Mais parmi les végétariens, vous avez différents niveaux. Vous avez le végétarien ovo-lacto, donc ceux qui sont ovo-lacto-végétariens, ovo pour œuf, lacto pour lait et produits laitiers, et végétarien parce qu'ils mangent des végétaux. Vous avez ceux qui sont uniquement ovo-végétariens, c'est-à-dire qu'en plus des plantes, ils ne vont intégrer dans leur alimentation que des œufs. Généralement, ce sont des œufs qui sont issus de l'industrie alimentaire, donc ce ne sont pas des œufs qui avaient vocation à faire des poussins. Et il y a ceux qui sont lacto-végétariens. Les lacto-végétariens, eux, ils ne vont consommer que du lait d'origine animale, bien sûr, du fromage, les différents types de fromage qu'on peut faire avec du lait. Mais eux, ils ne vont pas intégrer les œufs dans leur consommation. Ce sont des lacto-végétariens. Et puis, vous avez les pesco-végétariens qui considèrent que le poisson, les fruits de mer, les crabes, etc. ne sont pas de la viande. Et donc, eux, ils vont être pesco-végétariens, ils vont intégrer le poisson. Pour la petite histoire aussi, c'est comme ça que j'ai commencé quand j'ai pris la décision d'arrêter de manger la viande, pour certaines raisons que je vais vous expliquer au fil de ce live. J'ai d'abord diminué en me mettant uniquement au poisson et aux œufs. Et j'ai vu les bienfaits que cela m'a apporté et j'ai décidé d'arrêter également le poisson. Alors, le végétalien, donc, lui, il ne mange que des végétaux. Le végétalien ne mange pas de lait, de produits laitiers, pas de fromage et il ne mange pas de poisson, pas de fruits. Tout ce qu'il mange est à base végétale, des plantes, des racines, des fruits, des graines, des céréales. Donc ça, c'est la différence entre le végétarien et le végétalien. Le végétarien va ajouter des œufs, des poissons ou du lait, des produits laitiers en fonction de ses choix. Par contre, le végétalien ne va manger que des produits à base de végétal, de plantes. Le véganisme, par contre, va plus loin. Et ça, c'est seulement dans la conception française du mot. Parce que c'est un mouvement. C'est plus qu'un style alimentaire, c'est un style de vie. Le vegan va véritablement considérer qu'il ne faut aucune espèce de maltraitance animale. Il ne faut pas tuer des fourmis, il ne faut pas tuer des animaux, des poissons, il ne faut pas exploiter les animaux pour l'industrie alimentaire et il ne va pas porter du cuir, il ne va pas porter de la soie, il ne va pas porter de la fourrure. Tout ce qui est d'origine animale pour lui relève de quelque chose de sacré qu'il ne faut pas toucher. C'est le vegan. En Amérique du Nord, il n'y a que deux distinctions
surtout aux États-Unis, ils parlent de vegetarian, le végétarien. Peu importe s'il intègre du lait, lacto-végétarien, des œufs, ovo-végétarien, ou les deux, lacto-ovo-végétarien, ou même s'il intègre du poisson, pesco-végétarien, il est végétarien. Et donc, à tout cela, il va ajouter des plantes, des racines, des fruits, des graines et des céréales. Le vegan, pour l'Américain, c'est celui qui, justement, a le style de vie, en plus de ne consommer que des produits à base végétale. Effectivement, moi, avant d'arriver ici, quand je décidais en 2013 de passer végétarien et à la fin de l'année de passer vegan, complètement végétalien, je n'ai pas mangé de fromage, même du fromage, jusqu'à ce que je suis arrivé aux États-Unis où dans les fast-foods, vous avez de la difficulté à trouver des produits qui ne sont pas au minimum avec du fromage. Je parle justement des pizzas. Donc, je suis arrivé en Amérique du Nord avec la galère aidant. Il m'est arrivé de consommer des pizzas végétariennes avec du fromage à base de lait. Mais ça, c'est seulement ici parce que des fois, quand je ne cuisine pas chez moi et que je dois acheter et que les restaurants qui sont totalement véganes ne sont pas très accessibles parce que c'est un mouvement assez marginal. On pense que ceux qui ne veulent rien manger d'autre que des plantes sont des gens marginaux et leurs restaurants sont pas très répandus comme les fast-food, McDonald's et autres. Par contre, si tu as faim et que tu ne peux pas préparer ou que tu ne veux pas préparer, tu n'as pas beaucoup de choix. C'est ce qui m'a fait reconsommer du fromage quand je suis arrivé aux États-Unis. En Amérique du Nord, je parle de il y a à peine 2 ans ou 3 ans. Mais avant ça, même le fromage ou wangash du Togo, je ne touchais pas. Parce que, déjà, je vais vous expliquer plus loin, c'est une question de santé, mais c'est aussi une question de maltraitance animale. Donc, le quatrième terme dont j'ai parlé au début de ce live, c'est le respirianisme. Le respirianisme, c'est comment on appelle ça? Attendez, je vais voir si je peux rajouter. Non, c'est correct. Je voulais rajouter pour que les gens qui sont abonnés à Apéro Conversation viennent ici, mais c'est correct. Le respirianisme, comme je disais, c'est celui qui ne va vivre que d'eau et de soleil. Donc, il ne fait que respirer. C'est pour ça le nom respirianisme. Il y a une certaine catégorie de gens qui considèrent que le corps humain n'a pas besoin d'ingérer des aliments, qu'il a juste besoin d'eau. Le corps humain est composé à 80-70% d'eau. Et donc, il a juste besoin de l'énergie que procure le soleil pour pouvoir alimenter son corps et fonctionner comme tout le monde et de boire de l'eau. C'est tout. L'exercice se fait quand on jeûne, quand on fait des jeûnes secs. Ne pensez pas que quand vous faites des jeûnes secs de 3, 7 jours, voire 21 jours, et que vous ne buvez que de l'eau, votre corps a emmagasiné des aliments qu'il va chercher dans certains casiers ou des tiroirs pour vous nourrir. C'est que le corps s'adapte et le corps s'adapte uniquement à aller chercher son énergie, dans les réserves du corps, mais aussi dans ce que le soleil, qui est une énergie qui donne beaucoup d'énergie, d'ailleurs qui lève les fleurs et tout ça, va donner, et puis tout ce qui est contenu dans les minéraux de l'eau. Moi, j'espère aller au respirianisme. Je mange la viande en te suivant, c'est pas grave. Je pense arriver au respirianisme un jour, mais ça me prendra d'avoir un jardin, d'avoir une ferme et d'avoir du temps pour véritablement passer à cette étape-là. Pourquoi? Parce que le respirianisme autorise de consommer des graines ou des céréales, mais crues, qui ne sont pas passées par le feu, parce que le feu détruit la matière nutritive et l'énergie des fruits, des racines et des céréales. Donc, ils ne mangent que des produits végétaux crus et ils attendent surtout que ça tombe de l'arbre parce qu'ils ne vont pas l'arracher parce qu'il y a une forme de respect, de considération de la vie même, comment on appelle ça, de la vie végétale, et donc ça va un peu plus loin.
l'idée de cette conversation aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi est-ce que non seulement pour des raisons de santé et aussi pour des raisons de spiritualité, il est important que l'être humain s'abstienne de consommer de la viande. Effectivement, je n'oblige personne. Je n'ai pas l'intention mais juste vous montrer une certaine information et vous expliquer à partir de mon expérience personnelle ce que j'y ai gagné et ce que pour moi est bénéfique dans cette affaire-là. Ça fait longtemps que j'ai fait le virage et je me porte très bien. Je vous promets que je ne vais pas à l'hôpital, je tombe pas malade, c'est rare. Bref. Donc, si vous voulez qu'on passe aux 2 grandes raisons, sinon aux 3 grandes raisons pour lesquelles on devrait passer végétarien, faites un signe. Je vois qu'il y a des gens qui sont là. J'espère que vous partagez la vidéo. Si vous avez envie d'intervenir, de poser des questions en direct aussi, il faut le dire. Et puis, si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas à poser les questions. J'espère toujours que vous avez quelque chose que vous buvez, vous avez quelque chose dans votre verre. C'est un apéro conversation. D'accord? Oui, il y a des gens qui vivent comme ça toute leur vie. Qui n'ont même pas besoin de manger du tout. Ce sont des respirianistes. C'est bon? Hey, salut Frédéric. Salut Arrefa. Salut Sylvain. Et les protéines animales, le corps en a besoin, non? Oui, on va parler de tout ce qu'on a dit. Qui sont restés dans nos têtes. Les protéines dont on a besoin pour les muscles, les protéines animales et tout ça, etc. On va en parler tout à l'heure. Ok? Qui connaît l'auteur de cette chanson? Jusqu'à sa dernière demeure, avant de m'emporter, ne m'empêche pas de rappeler. Alors, pourquoi devrions-nous devenir végétaliens? Envoyer un peu de whisky par là. Il faut acheter le 228, le Tullibardine 228, il est très très bon. C'est un whisky qui a été produit en 2013, qui a été vieilli dans des fûts de vin Bourgogne. C'était excellent, c'est pour ça que la bouteille n'a pas vécu longtemps. Donc, respirianisme, précieux. Le respirianisme. Alors, pourquoi devrions-nous devenir végétaliens? Le principe d'abord de tuer une vie pour la manger. C'est-à-dire que l'être humain va considérer qu'il a besoin de tuer une vie et ingérer sa chair pour se nourrir. Ma question c'est, est-ce que dans l'idée même d'harmonie dans l'univers, est-ce que nous avons besoin de tuer des espèces pour notre consommation, ou est-il possible de pouvoir vivre en harmonie sans se tuer les uns les autres? Les animaux le font. Vous allez me dire que les animaux vont chasser et tuer d'autres espèces et ils vont consommer d'autres espèces. Mais on va voir avec la constitution des animaux. Oui, respirianisme s'il vous plaît, avec N. On va voir avec la constitution des animaux, qui sont même dits animaux sauvages, parce qu'ils sont sauvages, que nous n'avons pas la même constitution et personne ne peut véritablement décider ou dire à quel moment est-ce que les hommes sont passés mangeurs de chair.
Pourquoi? Parce que, effectivement, on nous enseigne que dans la préhistoire, les gens mangeaient de la viande crue. Mais ma question c'est, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, avec cette espèce de dentition que nous avons, de consommer de la viande crue, de le mâcher jusqu'à pouvoir l'ingérer, l'avaler, le digérer, ce qui est très difficile. Je vois que c'est difficile pour des gens de manger la viande crue et de manger que ça parce que c'est très fatigant pour la mâchoire. Ça, c'est une question que je me pose. Ce que je crois, moi, c'est que nos ancêtres sont peut-être devenus mangeurs de viande à l'exemple des animaux, mais c'est la découverte du feu, comment on appelle ça? La possession du feu, la découverte du feu, pas l'invention du feu, mais la domestication du feu qui a fait que le feu rendait la viande comestible et meilleur goût de toutes les façons. C'est ça qui a fait qu'ils sont devenus plus mangeurs de viande qu'autre chose. Ça, c'est une théorie que j'ai. On pourra aller chercher, voir si c'est véritable, si ça a du sens. Mais je pense que à la base, ils ne peuvent pas manger de la viande crue parce que leur mâchoire ne permet pas cela. Leur dentition ne permet pas cela. Sauf si on m'explique que dans la préhistoire, ils avaient une dentition qui était similaire à celle des animaux sauvages et que donc c'était facile pour eux de déchirer la peau d'une bête, la chair d'une bête crue avec les dents, de mâcher et de l'ingérer sans que ça ne pose problème parce que nous n'avons pas les mêmes dents que les carnivores, on le verra un peu plus loin. Donc, la découverte et la domestication du feu va former des sociétés un peu plus serrées avec des idées de conflit, un sentiment de domination et de gestion d'espace exacerbé. Et puis le feu va permettre de cuire de la viande, cuire la chair et de pouvoir l'ingérer. Mais le principe même de respect de la vie, le principe d'harmonie entre les êtres, les différents êtres vivants, vont faire que il est difficile que nous puissions tolérer, en tout cas continuer à tolérer que l'on puisse tuer des vies pour nous nourrir. Et quand on fait le ratio pour voir ce que ça nous apporte réellement en termes de bienfaits, en dehors du fait qu'on remplit la panse, est-ce que ça apporte des bienfaits à notre corps? On va se rendre compte beaucoup plus loin que c'est totalement l'inverse et que l'industrie alimentaire va nous formater le cerveau avec des idées complètement fausses parce que ça leur apporte beaucoup plus d'argent et ça, il faut continuer le dénoncer d'ailleurs, informer et sensibiliser contre cela. Mais les bienfaits du végétalisme sur la santé. Vous verrez que notre appareil digestif, l'appareil digestif de l'homme est semblable à celui des herbivores. Vous avez des intestins très longs, des gros intestins et tout ça. Et vous avez, alors que par exemple celui des carnivores, il va être plus court et il n'a pas de mâchoire au niveau de la dentition. Ce que je veux dire par rapport aux appareils digestifs, c'est que les organismes sont différents et vont sécréter des enzymes et des sucres pour digérer les aliments de façon complètement différente. Parce qu'ils vont aller chercher des ingrédients pour nourrir le corps. Ce dont le corps humain a besoin pour se nourrir, nourrir les différents organes du corps humain, ce n'est pas la même chose pour le chat, le chien, le mouton ou les autres. Mais la proximité que nous avons au niveau de la dentition et au niveau de notre appareil digestif est plus proche de celui de la vache ou des herbivores avec les molaires et tout ça que celui des animaux carnivores. Cette dentition-là va nous permettre de mâcher les végétaux parce que nous avons une mâchoire qui peut faire des tours, qui peut tourner, aller à gauche, à droite, en haut, en bas. La mâchoire des animaux carnivores ne fait que en haut et en bas. Il ne fait pas du latéral, il ne tourne pas. Il n'y a pas de mastication parce qu'il n'y a pas de molaires. Même les muscles que nous avons au niveau du visage qui nous permettent de pouvoir tourner la bouche de différentes façons. Les chats, les chiens n'ont pas ces muscles-là. C'est juste cette ouverture de ceci comme ils font. Et ils ont des incisives pour déchirer la chair crue
des animaux qu'ils mangent. Ce qu'il y a, c'est que il faut aussi voir que les ongles des animaux carnivores sont pointus alors que nous avons des ongles plats. Ce qui veut dire que nous n'avons pas des ongles qui nous permettent, par exemple, d'arracher la chair ou de faire quoi que ce soit. Notre organisme est adapté à notre nature et donc forcément, fatalement, nous n'avons que ce dont on a besoin. Nous pouvons aller chercher que ce dont nous avons besoin. L'idée même de consommer la viande est devenue quelque chose de particulier et ça s'est développé. La différence aussi pour l'être humain, c'est que l'être humain, en possédant son univers, son territoire, en se constituant en groupe, en étant créateur d'outils, va posséder, dominer la terre et écarter de plus en plus certaines espèces animales de leur habitat naturel pour pouvoir s'étendre, construire des villes et tout et tout. Et comme ils ne vivaient pas en harmonie, ben ces espèces animales-là vont quitter leur propre territoire, s'adapter, faire des mutations et même disparaître. Pendant ce temps, l'être humain, lui, continue de s'adapter, de s'élargir. Aujourd'hui, on parle de certaines espèces en voie de disparition ou ceci ou tout ça. OK? Donc, le manger des végétaux réduit le risque du cancer. C'est prouvé par une étude à au moins 15%. Le risque des différents cancers. Tout ça, c'est parce que l'alimentation industrielle va nous faire ingérer des produits chimiques, mais en tas. Beaucoup de produits chimiques que nous allons ingérer avec la viande qui sont la source de nos cancers. OK? Mais aussi, il y a certains cancers qu'on va éviter systématiquement en adoptant une alimentation végétale. Le cancer du côlon, du pancréas et de l'estomac. Pourquoi? Parce que quand on va manger des végétaux, on va les digérer plus facilement, ce qui ne sera pas le cas, par exemple, quand on va manger de la chair ou de la viande. Manger des végétaux, être végétalien, réduit les risques de diabète et les risques de maladies cardiovasculaires, notamment avec la baisse de cholestérol. Dans la chair de l'animal, il y a beaucoup de cholestérol. Beaucoup de cholestérol, pourquoi? Parce que l'animal, avec sa fourrure, sa peau, sa chair, ne porte pas des habits. Quand il fait froid, l'être humain va prendre une chemise d'une certaine qualité, va mettre un manteau, va mettre un foulard, va se protéger du froid. L'animal qui est dehors, qui est dans la rue, qui ne porte pas de manteau, va pouvoir se protéger rien qu'avec la graisse de son corps et donc une certaine quantité de cholestérol. Quand nous allons prendre cette bête-là qui ne se couvre que de sa peau et de sa chair et nous allons faire cuire et manger, nous allons ingérer ce cholestérol-là qui n'a rien à faire dans notre organisme. Parce que nous avons des mains, on se lève, on réfléchit, on a fabriqué des habits, des trucs et tout ça. Et donc, on se protège différemment. Quand ce cholestérol-là va entrer dans notre organisme, ben justement avec d'autres protéines animales qui leur permettent de s'adapter aux différents univers rugueux, comme l'hiver, la chaleur ou tout ceci ou cela, nous allons l'ingérer et ce cholestérol-là, on ne va pas l'assimiler. Parce que nos organes digestifs ne sont pas habitués à les assimiler. Le pancréas, le foie ne va pas trouver des sucres ou des enzymes qui soient capables de digérer cet excès de cholestérol-là. Et qu'est-ce que le cholestérol qui ne sera pas ingéré va faire? Ben, il va se déverser parce que ça va aller directement dans le sang puisqu'on ne l'a pas ingéré et donc il ne passe pas par le côlon pour devenir un caca. Il va passer directement dans le sang. Et quand ça va passer dans le sang, ça va laisser des plaques de cholestérol dans les vaisseaux sanguins et on va avoir ce que vous appelez couramment les AVC, les accidents cardiovasculaires. Les gens se plaignent, mon foie ne fonctionne pas très bien, mon pancréas ceci, ou mes reins, ou ceci ou cela, mais ils ne savent pas que c'est ce qu'ils mettent dans ce corps-là et que le corps n'est pas capable de digérer, de travailler avec. C'est ça qui va créer ces différents problèmes à ces organes. Mais quand vous mangez que des plantes, parce que votre organisme est fait pour ingérer que des plantes,
quand vous ne mangez que des plantes, des racines et tout ça, vous verrez que votre corps va être très bien. Vous allez pouvoir digérer facilement. Vous allez passer au WC tranquillement. Vous n'aurez pas de douleurs abdominales pour avoir mangé je ne sais pas combien de quantités de viande ou ceci ou cela. Quand je parlais par exemple de ces organes-là, le pancréas, le foie qui vont sécréter des enzymes, des sucres, vont sécréter des liquides pour pouvoir aller digérer, comment on appelle ça, l'aliment dans l'estomac. Mais quand ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas capables de digérer ce qu'il y a, parce que c'est de la viande, ils ne sont pas habitués, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont produire plus d'efforts, plus de sucre, parce que pour eux, il faut que ces organes-là travaillent pour pouvoir faire passer cet aliment-là du ventre, pouvoir l'assimiler et l'envoyer dans le sang. Ce qu'ils ne seront pas capables de faire. Ils vont se fatiguer, l'estomac va garder des traces, et puis ces aliments-là qui n'ont pas été ingérés vont passer directement dans le sang. Quand vous allez manger beaucoup de viande, cette viande-là qui n'a pas été assez digérée va former des morceaux qui sont capables de boucher même vos intestins parce qu'ils ne sont pas capables de passer par là. Parce que comment vous avez mangé, tout ça, peu importe. Mais quand ça rentre, vous n'avez pas suffisamment d'acide dans l'estomac qui soit capable de pouvoir digérer la viande. Ce qui n'est pas le cas des animaux carnivores. Les animaux carnivores vont avoir 100 fois plus d'acide pour digérer la viande crue qu'ils vont avaler sans mâcher que l'être humain ou que les herbivores. Par contre, la plante, même le fait de mastiquer la plante, le fruit, la graine, la céréale avec les molaires vont déjà prédigérer l'aliment pour l'estomac. Quand ça va descendre, le pancréas, le foie ne vont pas faire un exercice supplémentaire pour pouvoir le digérer parce que avec la salive, vous allez amoindrir la texture de la plante et avec les fibres que comportent les plantes et les légumes, vous allez pouvoir digérer plus simplement. Ce qui se passe, c'est que en plus du fait, est-ce que tout le monde est là, hein? Et en plus, on parlait des protéines animales tout à l'heure. Ces protéines animales-là, comme je vous l'ai expliqué, ne sont pas tous assimilables par l'organisme. Le pire, c'est que l'industrie alimentaire va engraisser les cochons, les bœufs, les agneaux, les moutons, ils vont les engraisser. On va leur donner à consommer beaucoup d'antibiotiques pour qu'ils ne tombent pas malades, que le fait qu'ils soient dans des abattoirs plein serrés les uns contre les autres, qu'il y ait moins de maladies, que tout ce qu'on leur donne comme aliment qui est complètement impropre à leur organisme, mais qui leur permettent d'apprendre beaucoup de graisse et de grossir. Leur squelette ne va pas suivre la taille de leur chair. Il y a tellement de maladies comme ça qu'on trouve dans l'élevage industriel et qui se retrouvent dans le corps et la chair de cet animal-là. Vous allez dans le magasin, chez le boucher, vous achetez cette viande-là et vous allez manger cette viande. Soyez sûr d'une chose, vous ingérez tous les antibiotiques et tous les produits chimiques qui ont été mis pour que la vache grossisse 3 fois plus, pour que le mouton devienne 2 fois plus gros, pour qu'il y ait plus de profit pour l'éleveur, pour le producteur de ci, de ça. L'autre chose, c'est que si effectivement il y a certaines protéines qui vont aider le corps humain, comme par exemple les protéines animales qui vont permettre aux muscles de se renforcer, vous verrez que ce ne sont pas toutes ces protéines-là qui sont bénéfiques parce que comme je vous l'ai expliqué, il va y avoir même du cholestérol en plus. En plus de ça, l'industrie alimentaire va rajouter plein de produits chimiques et tout ça va rentrer dans votre organisme. Ce qui se passe, c'est que le gavage de ces bêtes, le gavage, effectivement, c'est le même problème avec les pesticides dans les végétaux. À la seule différence que les pesticides vont donner de la couleur et puis ils vont faire que les vers ne vont pas attaquer les végétaux, mais les végétaux sont quand même composés de fibres et qui sont masticables plus facilement.
Mais ça n'empêche pas effectivement que tout ce qui est produit industrialisé, production industrialisée, on va quand même avoir des produits chimiques avec les aubergines qu'on a qui sont grosses comme je sais pas quoi. Bref, il y a aussi le fait que la façon dont les animaux sont tués. Vous voyez la réaction de l'être vivant face à la mort, face à la peur, c'est une réaction automatique. Cette réaction va produire des, comment on appelle ça, va produire des, ils appellent ça des effets biochimiques dans la chair. C'est pour cela que les musulmans vont manger halal, les juifs cachère, et que en Afrique on nous apprend une certaine façon de tuer les animaux, bien avant même que les religions différentes viennent coloniser nos populations. Cette façon de tuer les animaux, c'est même décrit dans la Bible, c'est de leur attacher les ailes et les pattes, leur donner de l'eau à boire et à manger, pour que dans l'assassinat, hein, disons les choses telles qu'elles sont, dans l'assassinat ou dans la mort de l'animal, qu'il n'y ait pas cette injection d'effets biochimiques dans la chair, parce que c'est comme un poison. Nous allons ingurgiter toute la crainte, la souffrance, la colère, la surprise, tout ce qui arrive là. Vous savez, par exemple, quand vous êtes surpris, vous transpirez un peu, vous avez des picotements dans les aisselles, ce sont des réactions biochimiques de votre corps. C'est ça qui arrive exactement à l'animal que l'on fait passer dans un tunnel et puis il y a un couperet qui tombe sur lui subitement et qui lui coupe la tête et il est mort. Il y a même qui continue de bouger jusqu'à ce que on ait découpé la poitrine, je sais pas quoi, le jambon, le tout. Il continue encore de palpiter. En palpitant comme ça, les organes qui sont dans leur corps vont sécréter beaucoup de produits biochimiques que nous allons ingérer. Et ça, c'est très très dangereux. Toute cette forme de produits chimiques que nous allons intégrer dans notre organisme par notre alimentation va faire que nous allons détruire cet organisme qui est notre corps. En lui demandant déjà de digérer des choses auxquelles ils ne sont pas habitués, en lui demandant d'assimiler des produits auxquels il n'est pas habitué d'assimiler, et puis de gérer le stock qu'il y a. Quand le stock ne va pas passer dans le sang, il va passer dans l'aboutissement de la digestion, c'est-à-dire la production du caca. Mais dans la production du caca, la texture même que ça va constituer avec la viande et tout ça, vont faire que en passant par le côlon, vous allez détruire le côlon. Et ça va créer le cancer du côlon. En restant dans l'estomac, la texture même de la poche d'estomac va être altérée. Ça va créer du cancer d'estomac. En demandant au pancréas de faire des efforts supplémentaires, de produire des sucres qu'il n'y a pas. Et quand il va avoir des plaques de cholestérol par-ci et ceci et cela, tout ça va créer du cancer du pancréas. Ce qui se passe, c'est que tous les produits chimiques qui ont été mis dans la provente, qui ont été mis dans l'herbe spécifique qu'on donne aux veaux pour que en 2-3 jours ils puissent grandir, comme c'est pas possible parce qu'il y a plein de restaurants et plein de madames, plein de gens qui veulent aller à la boucherie pour aller acheter leur tranche de veau et cuisiner. On va faire en sorte que quand le veau va naître aujourd'hui, en 3 jours, il soit déjà adolescent, ce qui n'est pas normal parce qu'il y a des produits chimiques qui vont le pousser. Tout ça va rester dans son corps, dans son fonctionnement et vous allez l'ingérer. Vous vous rappelez sûrement de la maladie de la vache folle dont on a dit qu'il attaquait non seulement les vaches, c'est pour ça qu'on l'appelle la maladie de la vache folle, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, je crois. Ça va faire et ça va altérer aussi les gens qui vont consommer cette viande à cause des produits chimiques, à cause de tous les effets biochimiques qui vont rentrer dans notre estomac, mais de notre estomac vont tous les nutriments dont le corps a besoin vont partir de l'estomac pour aller dans le sang, pour nourrir les autres organes, les oreilles, les yeux, le cerveau et tout ça. Donc tout ça là va monter et puis on va être dans des sociétés où il y a plein de maladies bizarres. Je ne parle pas du coronavirus. Il va y avoir plein de maladies bizarres dont nous allons, avec lesquelles nous allons vivre et tout ça. Et on parle de civilisation.
Je donne l'exemple aussi de... Attendez, j'arrive. Je donne l'exemple des œufs. On a tous appris à l'école que qu'un œuf va faire 21 jours avant d'éclore. Un œuf va faire 21 jours avant d'éclore. Vous savez ce qu'on appelle les poussins d'un jour. On les met dans des appareils, on met l'œuf dans des appareils et au bout de la journée, le poussin a éclos. Tout ça, ça a des effets. Ce type de poussin-là ne se reproduit pas. Il y a des poules spécifiques pour les produire. Ce type de poussin-là, c'est des poules pondeuses. Ils ne se reproduisent pas. En Mina, on parle de Yovo Kokolo. Avez-vous déjà vu un Yovo Kokolo monter sur, sur une autre Yovo Kokolo pour faire des enfants? Moi, j'ai jamais vu. Mais ces poules pondeuses vont produire 5, 6, 7 œufs par jour. 5, 6, 7 œufs par jour, sans qu'il y ait copulation avec un coq, sans qu'il y ait production de vie. Ce sont des œufs qu'on va garder pendant 30, 40 jours, auxquels rien ne va arriver parce que ce n'est pas naturel. Ok? Je vois le commentaire qui dit que chaque peuple se nourrit de ce qu'il a à sa disposition. Oui, mais là on parle de ce que nous produisons nous-mêmes avec l'industrie alimentaire et qui fait que nous sommes malades à cause de ça. Ok? En parlant de ce qu'il y a à disposition, nous avons suffisamment de végétaux à notre disposition pour consommer. C'est une chose que les gens veuillent manger de la viande ou peu importe. Je vais vous expliquer, en tout cas sur notre plan, pourquoi est-ce que la viande aurait été introduite dans l'alimentation pour ceux qui croient. Quand on va parler du dernier paragraphe qui est la question de la spiritualité. Ce qui fait que, donc je reviens aux œufs. Ces œufs-là qu'on produit, qu'on met sur des plateaux à 30 œufs par exemple, mais ces œufs-là ne produisent pas de poussins, donc ils ne sont pas vivants. Mais ils vont faire de beaux gâteaux, vont faire de belles omelettes, vont pouvoir rester sur leur plateau pendant 2 mois, 3 mois sans que rien leur arrive. Et les espèces de poules qui pondent ces œufs-là vont pondre les œufs jusqu'à un certain moment. Quand la production va diminuer à 3, à 2, on trouve qu'elle est plus rentable. Qu'est-ce qu'on fait? On les envoie dans les abattoirs. Ils passent comme ça dans les abattoirs, les têtes sont coupées, il n'y a rien, aucune considération. Ça se passe vraiment comme dans une machine. Et c'est comme ça, ça va avoir beaucoup d'effets biochimiques, sans compter tout ce qu'on lui donne comme alimentation. Parce que pour qu'ils soient capables de pondre 7 œufs par jour, il faut leur donner des boosts. Et on leur donne des boosts, on leur donne des produits avec plein de chimie, plein de trucs comme ça, et ils grossissent. Parce qu'en bout de ligne, quand ils vont finir par produire des œufs, en bout de ligne, ce qui va arriver, c'est que ils vont devenir des poulets de chair que vous allez retrouver dans les épiceries, dans les magasins, dans les boucheries. De très belles poules avec des grosses cuisses, des ventres, machin, tout et tout, où on injecte plein de trucs. L'autre chose qui est encore plus grave, c'est que quand on a fini de fabriquer ces espèces d'animaux gavés chimiquement pour produire des choses bizarres, on va encore les traiter, leur viande qu'ils ont abattue, assassinée, ce sont des cadavres qui sont bizarres. On va encore mettre des produits dessus pour que visuellement ça soit beau. Pour que ça ne prenne pas la couleur de la chair qui se gâte et que ça reste longtemps sur l'étalage du boucher. Donc, ces espèces de poulets là qui vont arriver de partout et qu'on va arriver, c'est comme ça qu'ils sont produits. Tous les œufs qu'on va manger chez la revendeuse de riz ou qu'on va manger ici, tout état, les œufs qui n'ont pas vocation à produire des poussins ne sont que des produits d'usine qui vont nous donner des maladies bien plus tard. Ça, c'est tout ce qui est côté santé. C'est important qu'on en parle, c'est important qu'on le sache. Moi, comme tout le monde, je consommais ce que j'avais à portée de main. Je consommais ce qu'on a toujours consommé. La viande, c'était important. La viande, c'était même
le cadeau si tu as fini de manger. Il y avait des enfants qui n'avaient pas de viande dans leur plat, mais ceux qui avaient des viandes dans leur plat, on leur disait, quand tu finis de manger, tu es rassasié, et là, je te donne la viande. Et quand on va grandir, on va commencer à gagner la vie nous-mêmes. La viande ne va plus être, disons, comme une espèce de récompense quand on a fini de manger. On va d'abord manger la viande avant de manger ce qui accompagne la viande. On arrive chez la revendeuse de foufou, on prend de la viande pour 2000, 3000, plus un petit foufou de 100, 150, parce que c'est important de manger la viande. On va arriver chez le vendeur de brochettes, on va en acheter pour 5000, 10 000 et on va manger. Encore que en Afrique, parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas cette industrie alimentaire qui va nous permettre d'avoir des espèces de vaches engrossées ou je ne sais pas quoi. On va quand même avoir la chance d'avoir des aliments bio ou de la viande bio. Mais attention, il faut considérer d'autres paramètres. Et ces paramètres, c'est comme je vous l'ai dit, c'est la constitution même de l'animal que nous tuons. De quelle façon? Mais que nous tuons quand même et que nous préparons pour manger. La constitution de la chair du mouton, de la vache ou du chat ou du varan ou je ne sais pas quoi, cette constitution n'est pas adaptée à notre organisme. À l'observation de l'organisme de l'être humain, tous les scientifiques sont unanimes que ce sont des végétaux qu'il doit consommer. À cause de la dentition, à cause de l'appareil digestif, à cause de nos ongles, à cause de nos muscles faciaux, tout ça, nous sommes faits pour consommer des végétaux. Et l'autre chose aussi qu'on nous dit souvent dans la publicité pour l'industrie alimentaire, c'est qu'il faut boire du lait, c'est important, il faut boire du lait, il faut faire ci, c'est bon pour comment on appelle ça? Pour les os. C'est bon pour les os, le squelette et tout ça. On a besoin de calcium, on a ci, on a ça. Malheureusement, il n'y a aucun mammifère, les hommes sont des mammifères, qui digèrent du lait au bout de 7 ans. L'organisme, quand tu grandis jusqu'à un certain âge, ne produit plus le lactase qui permet de digérer le lait, le lactose. Tout le monde est intolérant au lactose, mais à différents degrés. Les gens vont être intolérants, ils vont être malades quand ils vont boire du lait de vache. Ils vont avoir des maux de ventre et tout ça, et donc ils ne vont rien prendre qui soit à base de lait. Certains vont juste avoir des paix qui vont sentir la merde. Certains ne vont rien avoir ou vont juste avoir des petits trucs au ventre, c'est tout. Mais attention, à partir de 7 ans, l'être humain ne produit plus l'enzyme qui digère le lait. Parce que dans le bébé, l'enfant a besoin du lait maternel qui comporte pas mal de nutriments utiles à sa santé. Quand vous avez des enfants, on vous dit, un nouveau-né, on ne lui donne pas de médicaments. S'il est malade, il suffit juste qu'on lui donne le sein. C'est tout. S'il a faim, c'est le sein. S'il souffre, c'est le sang. Ok? Jusqu'à ce que cet être humain-là se constitue un organisme fonctionnel, il va arrêter de digérer le lait. Mais on va nous dire, buvez du lait, lait 80% sans lactose, écrémé, demi-écrémé, tout ça parce qu'il y a des gens qui ont fabriqué des vaches laitières. Ils appellent des vaches laitières. Des vaches qui sont capables de produire du lait sans qu'ils aient des veaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis bas, pas accouché, mais ils produisent du lait. Parce qu'ils ont besoin de traire la vache pour mettre des laits dans le carton, mettre une belle vache blanc et noire, écrire la belle hollandaise, mettre une jolie fermière avec un seau à côté et dire à tout le monde que c'est bon pour le calcium, c'est bon pour les os, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour cela. Jusqu'à inventer un petit déjeuner où c'est important au matin quand tu te lèves de boire du lait. Et donc les gens vont se chamailler sur les réseaux sociaux à savoir est-ce qu'on met d'abord les céréales avant le lait ou est-ce qu'on met le lait, on met les céréales après. Tout ça parce que ce sont des conditionnements. Mais même si la vache n'est pas une vache laitière, que ce n'est pas une vache qui a été fabriquée pour produire du lait d'usine, et que c'est une vache qui vient de mettre bas, qui a donc son veau, ou la chèvre qui a donc son agneau, mais le lait qui sort pour le veau ou pour l'agneau, la constitution n'est pas le même type de lait qui sort du sein de nos mamans. Ce n'est pas la même chose. Ok?
Je vais parler tout à l'heure des cannibales. Némé, je vais parler des cannibales tout à l'heure parce que le cannibalisme dont on nous a parlé dans la conception, c'est totalement autre chose. Mais je reviens donc à l'histoire du lait de vache, d'une vache qui vient de mettre bas ou d'une chèvre qui vient de mettre bas. Il y a beaucoup plus de cholestérol, il y a beaucoup plus de nutriments qui sont utiles au veau ou à l'agneau qu'à l'être humain. Pourquoi? Parce que quand le bébé vache ou le bébé agneau se forme dans le ventre de sa mère, il y a une corrélation dans des deux organismes qui sont liés par un cordon ombilical et tout ça, qui vont faire que les deux vont se produire au fur et à mesure pour que à la sortie du bébé, avant qu'il ne soit capable de se déplacer, de manger par lui-même, de manger par lui-même, qu'il ait besoin de tout pour grandir dans le sein de sa mère. Donc ce sont des organismes complètement différents du nôtre qui ont besoin d'un certain taux de nutriments ci, d'acide ci, de cholestérol là pour pouvoir grandir. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une autre espèce, l'espèce humaine. On va aller prendre le lait de l'espèce mouton, de l'espèce animale pour venir donner à l'être humain. Effectivement, il va avoir des nutriments qui vont servir. Mais et ceux qui ne servent pas, que deviennent-ils? Et tout ce cholestérol-là, dont le petit agneau ou le veau a besoin pour passer l'hiver, ou pour dormir au sol sans avoir de soucis, ou pour pousser ses poils, ou pour pousser ses organes à lui, et tout ça, avoir son type de corne, ou avoir ses oreilles, sa façon d'être, qu'est-ce que nous, on va chercher là-bas? Tous ces éléments-là qui ne nous servent à rien, qu'est-ce qu'ils deviennent dans l'organisme? Ben c'est ça, ils vont faire dépôt dans l'organisme. Ou soit quand on va réussir à les évacuer, bon, on va les évacuer avec beaucoup de difficultés alors que les dégâts sont déjà faits. Donc, on va parler des cannibales parce qu'on a accusé beaucoup d'ancêtres africains d'être des cannibales et tout ça. Mais on oublie que le cannibalisme dont on parlait, ça a surpris les explorateurs et tout ça, mais ils n'ont pas compris la portée philosophique. Beaucoup de recherches ont déterminé que à la mort du défunt, on n'attrapait pas les gens et on les faisait cuire parce qu'on n'avait pas à manger. Mais quand les gens vont perdre un proche, ils vont ingérer sa chair pour qu'il continue de vivre à travers eux. C'est dans cette optique-là que les gens mangeaient le corps de leurs défunts. Il y a encore des tribus en Australie qui le font aujourd'hui. Il y a encore des tribus primitives en Australie qui font cette ingestion de la chair de leurs proches pour pouvoir qu'ils continuent à vivre en eux. Mais on va parler dans la partie spiritualité, les avantages spirituels du véganisme dans quelques instants. Juste une pause. Monsieur Gingras, oui, mais les fermes familiales et les fermes industrielles, c'est absolument pas la même chose. Tu peux vérifier. Salut Irénée. Merci de partager. Les avantages spirituels du végétalisme. Effectivement, à mon expérience, c'est ce qui m'a amené vers là. Disons qu'un bon chrétien ou un bon croyant à l'époque, très religieux, porté sur l'idée qu'effectivement mon salut, je l'aurai en confessant le Christ, et mort pour mes péchés à la croix et toute l'histoire qu'on connaît. À cette époque-là, j'étais très versé dans cette conception de la chose.
Mais j'avais encore des questions. J'avais encore énormément de questions personnelles parce que il y avait un peu de cartésien dans ma tête et donc je remettais beaucoup de choses en question. Et donc, j'étais en train de lire la Bible et je relisais la création de l'homme telle que racontait la fable de la création de l'homme de la Genèse. Et je suis tombé sur une incohérence. J'appelle ça une incohérence parce que d'abord j'ai lu dans Genèse 1 de 28 à 29. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand Dieu crée l'homme, il lui donne la domination sur tout, essentiellement sur les animaux, les oiseaux, les poissons de la mer, les animaux de la terre. Dominer sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Tout animal qui est en mouvement, on dit à l'homme de dominer dessus. Mais le verset suivant automatiquement va dire « Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » On dit l'homme domine sur tout, sur les animaux. On n'a pas cité les plantes. On a dit, Genèse 1, 28, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, allez partout, assujettissez la terre, possédez le territoire. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mais pour votre nourriture, on vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Et on dit, ce sera votre nourriture. » Ça, c'est un premier détail. Pourquoi on domine sur les poissons, les oiseaux et tout ça? Mais pour nourriture, on dit, allez manger des herbes. C'est ce que la Bible dit. Et à l'époque, comme je vous explique, j'étais vraiment à fond dedans. Plus tard, je continue plus loin, pardon. Et au chapitre 9 de la Genèse, à la sortie de l'arche de Noé, là, Dieu refit une alliance avec Noé et ses enfants. Il faut comprendre que à une certaine période où Dieu a considéré qu'il y avait du péché sur la terre aussi ou ça, et que les hommes faisaient tout et n'importe quoi, il a fait venir un déluge pour exterminer pas mal de gens, pour pouvoir recréer une nouvelle espèce plus docile, qui ne faisait pas les choses que les autres faisaient. Et là, au chapitre 9, verset 3, il leur dit ceci. « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » C'est à la sortie de l'arche que Dieu rajoute les animaux, les oiseaux, les poissons de la mer à l'herbe verte comme nourriture. Et il dit seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Donc les gens qui mangent du tartare, je ne sais pas quoi, comment vous l'appelez, carpaccio, de je ne sais pas quoi. Attention. Bref. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, blablabla. Bref, ça c'est dit. Et là, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est maintenant, à la sortie de l'arche, que Dieu rajoute les animaux à manger. Les animaux, les poissons, les oiseaux et tout ça. Et là, je retourne, je dis, je vais observer ce qui s'est passé entre la création d'Adam et Ève et la sortie de l'arche de Noé. Et c'est là que je tombe au chapitre 6 de la Genèse, au verset 4. Et je lis, « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là.
il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et là, on parle de géants, des gens qui étaient là, qui étaient des géants et tout. Et moi, ma question a été, pourquoi est-ce que pendant que les hommes ne mangeaient que des herbes et des plantes, ils avaient accès aux fils de Dieu, c'est-à-dire les anges là qui venaient, qui ont fabriqué des héros, qui ont fabriqué des géants sur la terre, et ils étaient tellement puissants qu'ils faisaient tout et n'importe quoi, et Dieu s'est fâché et Dieu les a effacés. Et quand il les a effacés, ceux qui sont sortis leur dit, bon, écoutez les gars, allez manger de la viande. Mangez de la viande, mangez les poissons, les oiseaux. Et là, je me pose la question de savoir, pourquoi donc tous ces gourous-là, tous ces gens-là, de par l'histoire, sont réputés véganes et qui n'ont pas consommé de la viande. Et c'était des gens qui étaient en connexion avec Dieu. Et comme je cherchais cette connexion, moi, à l'époque, il fallait que je comprenne un certain nombre de choses. J'ai dit, tiens, je vais essayer, voir si ça me permet de me connecter davantage à Dieu. Je vais arrêter de manger la viande. Je vais retourner à ce qui se faisait avant le déluge pour essayer d'intégrer cette connexion-là avec Dieu, parler avec les fils de Dieu et tout ça. Et donc, c'est comme ça que mon délire a commencé. Mais, qui sommes-nous réellement? Salut Eli, je suis vraiment désolé de devoir faire le live ici alors que vous m'attendez sur la page Apéro Conversation. J'ai eu des problèmes de connexion, mais ça va être réglé pour samedi prochain. Donc, merci de prendre le train en marche. Désolé. Alors, qui sommes-nous réellement? Est-ce que nous sommes un corps, un esprit ou une âme? Vous allez me répondre que nous sommes les trois, n'est-ce pas? Que nous sommes à la fois homme, corps, esprit et âme. Mais, ma question va aller plus loin, c'est qu'est-ce qui nous reste après notre passage? Qu'est-ce qui reste de notre corps? Rien. Poussière, tu retourneras à poussière. Le corps va dépérir, va être mangé par des vers et des insectes et des fourmis. Ça va rien donner. Les squelettes vont rester dans le cercueil ou dans la tombe. Ça servira absolument à rien. Ils ne resteront que les cheveux, les ongles avec nos os et un peu d'ADN. Notre esprit, c'est quoi? C'est-à-dire que ce qui me fait considérer que, ben tiens, en direct est écrit en rouge, ceci est blanc, ceci est bleu, 2 plus 2 égale 4, 2 plus 3 égale 5 et tout ça, ça c'est mon esprit. C'est-à-dire cette espèce d'être virtuel, insaisissable, qui fait juste le rapport des choses. Même quand je dors, mon esprit ne fait plus de calcul. Mon esprit ne considère même pas le bleu, le rouge. Des fois, même dans mes rêves, il y a des choses qui sont très incohérentes parce que mon esprit ne fait pas le rapport des choses. Donc, même mon esprit n'est pas réel. Et donc, je considère que mon esprit est volatile, mais que ce qui va rester et qui est puissant en moi, c'est mon âme. Et à ma mort, mon âme va encore rester parce que c'est elle qui me permet, quand mon corps n'agit plus, de pouvoir me connecter, disons, à des énergies supérieures. Et ma question est que, dois-je, et cette âme-là qui vit dans mon corps, ou qui fait des rapports avec mon esprit, qu'est-ce que je peux faire pour que mon âme soit exaltée? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon âme se sente bien à la fois dans ce corps et que mon âme puisse me connecter à d'autres types d'énergie et tout et tout? J'ai dit, je vais prendre soin de mon corps. Et j'ai dit, si des gens sont devenus véganes et qui parlaient aux enfants de Dieu et tout ça, que plein de gourous aujourd'hui, Dalai Lama par-ci, tel philosophe, tel artiste, des gens qui sont à un certain niveau de connexion, ne mangent pas de viande. Et quand je compare avec tout ce qui se passe, avec l'industrie alimentaire et toutes les conneries qu'on est capable de manger et tout ça, je me dis, il est plus important pour moi à la fois de prendre soin de l'habitacle que mon corps est pour mon âme, pour pouvoir être connecté, ne pas aller détruire d'autres vies pour plus de paix intérieure et tout ça. On va voir ça tout à l'heure, un peu plus loin. J'ai dit, je veux prendre soin de mon corps. C'est cette démarche spirituelle qui a mené mon initiation personnelle au véganisme. Et après, j'ai fait d'autres lectures là-dessus. Et puis, ça fait depuis
7 ans, 8 ans que je suis absolument dedans. Et comme je l'ai annoncé au début, mon objectif à terme, c'est de passer respirianiste, c'est-à-dire ne vivre que de soleil et d'eau. Ça, c'est encore un défi. Le Coran dit que Dieu a parlé à Adam en lui disant « Habite avec ton épouse dans le jardin, mangez de ses fruits comme vous le voudrez. » Donc, comme c'est la même théorie qui était derrière ces deux religions, l'objectif, la mention qu'on a donnée à Adam et à Ève, c'est de manger que des herbes. Quand vous allez plus loin, même après Moïse, il y a l'histoire, la belle histoire de Daniel. Le prophète Daniel a été choisi parmi les enfants d'Israël quand ils ont été asservis par le roi de Syrie, je crois. C'était le roi de Babylone. Et on a dit d'aller chercher des jeunes qui étaient intelligents pour travailler à la cour du roi. Et Daniel et ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, et ils arrivent à la cour du roi et le roi dit « Prenez soin de ces jeunes conseillers-là, on va leur montrer comment on vit à Babylone, comment on mange, on fait la fête, on fait des choses. Et je veux qu'ils soient gros, qu'ils aient les joues, qu'ils fassent des choses bien pour apprendre notre culture de Babyloniens. » Et l'intendant va dire à Daniel, ah, il y a du vin, il y a ci, il y a ça, mangez, gavez-vous, faites des choses et tout et tout. Et Daniel va lui dire, non, nous, on n'a pas envie de nous souiller avec ce genre de repas. Nous ne mangeons que des fruits, donnez-nous que des fruits et tout ça. L'intendant dit, mais si jamais vous maigrissez, ou que vous dépérissez, ou quoi que ce soit, moi, on va me couper la tête parce que le roi va penser que je ne vous ai pas donné suffisamment de viande, de fromage, de je ne sais pas quoi, comme il me l'a donné, comme il m'a donné l'indication. Et Daniel fait le défi en lui disant, donne-nous que des fruits et des légumes et on verra si au bout, qui aura un meilleur visage et un meilleur truc. J'ai souvent le malin plaisir de prendre l'exemple de Daniel quand les gens me disent, oh, toi, ça fait longtemps que tu es devenu végétalien, tout ça, mais tu n'as pas maigri, tu as encore les joues, tu as encore le ventre et tout ça. J'ai dit, ben, c'est comme Daniel. je mange que des légumes, mais je suis bien, donc je n'ai pas besoin de maigrir. Bref. Mais la véritable histoire de Daniel, ce qui fait la particularité du prophète Daniel, c'est pas seulement qu'il mangeait, comment on appelle ça, c'est pas seulement qu'il mangeait que des fruits ou des légumes, c'est que Daniel n'a pas été mangé par les lions quand on l'a jeté dans la fosse aux lions. On a affamé les lions, on a demandé aux lions, on a demandé d'affamer les lions pour qu'ils aient faim, qu'ils soient très très affamés. Mais quand on a jeté Daniel et ses compagnons dans la fosse aux lions, les lions ne les ont pas touchés. Ce qui m'amène à la première question, à la première chose que j'ai dite, c'est que il est question d'harmonie. Par principe, devons-nous manger des autres espèces animales? J'ai conclu que non. Parce que il est important de faire le bien en respectant toute forme de vie sur terre, dans les airs et dans les eaux. On nous a donné la domination, je parle pour les chrétiens, sur ces choses-là, ces autres espèces, mais l'indication qui a été donnée, c'est que nous ne mangerons que de l'arbre, du fruit de l'arbre, des semences, etc. Notre élévation spirituelle, l'élévation de notre âme passe par cette réconciliation avec la nature et l'univers autour de nous. Avec ce souci de la vie d'autrui, avec ce souci de la vie de toutes les autres espèces autour de nous, vous me direz, et les espèces végétales, est-ce que les espèces végétales ne comptent pas? Bien sûr, les espèces végétales comptent. Mais, disons que dans notre façon d'être, nous ne pouvons que consommer des espèces végétales. Vous savez très bien qu'un lion qui n'a pas faim ne s'attaque pas à la biche.
Le lion, quand il n'a pas faim, ne s'attaque pas à la biche, ne court pas après la gazelle. Ils vont boire de l'eau, la gazelle va passer devant. Le lion n'a pas faim. Il n'y a que l'être humain qui va tuer par excès. Le lion va aller tuer parce qu'il a faim. C'est pas parce qu'ils sont 6 lions, 7 lions à partir à la chasse qu'ils vont aller tuer 7 gazelles ou 7 antilopes. Mais leur constitution les autorise à consommer de la viande. Parce que leur appareil digestif, leurs ongles, leurs canines et tout ça, leur dentition, les autorise à ça et ils ont besoin de ça pour vivre. Ils vont prendre une vie. Et souvent une vie pour 3, 4, 5, 6 jours avant de repartir à la chasse. Ça, c'est l'équilibre dans la société. Ça, c'est l'équilibre dans la nature. C'est ce souci de l'autre. Le vegan va aller arracher le fruit, va arracher la racine, les feuilles et tout ça. Effectivement, il peut faire du tort puisqu'on considère de plus en plus que on remarque une certaine vitalité chez les espèces végétales aussi parce qu'ils se communiquent des informations. Et nous, en Afrique, on le sait très bien que les arbres sont vivants, que les insectes, les gens vont voir des mouches et des abeilles, vont dire que c'est Sapatin qui est là. Que toute cette forme de vie différente que nous négligeons souvent sont importantes. La compassion, l'amour qu'on va avoir avec ces êtres autour de nous va faire que nous-mêmes, on va être guéris. On va se réconcilier nous-mêmes avec la nature autour de nous parce que nous ne gaspillons pas de vie. La libération même de notre âme, du poids que nous ressentons, disons sur le plan spirituel, avec des énergies différentes autour de nous. Mais quand on va cesser de consommer la viande, ça va nous guérir d'une certaine façon. Et donc aussi, la connexion va se faire avec l'univers et on va comprendre les choses d'une certaine façon. Des fois d'une façon tellement brillante, on va avoir l'impression qu'on est intelligent, mais non. Mais c'est juste parce que notre âme qui est connectée à l'intelligence universelle que nous appelons Mao, Dieu, God ou whatever, va pouvoir nous connecter et nous donner des informations dont on a besoin pour avancer. C'est cette âme-là que Bella Bello appelle C. Et quand il chante, il dit « Seigneur, trova, Seigneur, descends, j'ai besoin de toi, viens me consoler ». Cette âme-là doit venir être dans notre corps, mais doit pouvoir être active en allant chercher la vie de l'espèce humaine à côté, en faisant tout et n'importe quoi, en tuant la mouche parce qu'elle a osé entrer dans notre pièce, dans notre voiture ou quoi que ce soit. Cette inconsidération de la vie de l'autre fait que nous-mêmes, nous créons, nous générons des hostilités avec notre environnement sans le savoir. Et c'est ça aussi, cette partie de la chose qui est importante à évaluer. Pourquoi? Parce que qui est sur le territoire de l'autre? Qui est sur le territoire de l'autre? En Amérique du Nord, ici, les écureuils sont partout. Mais vous ne pouvez pas tuer les écureuils. Les antilopes passent partout, vous ne pouvez pas les tuer. Vous ne pouvez pas les tuer pour quoi que ce soit. Les chats sont là, vous ne pouvez pas les tuer. Je vais vous dire une chose. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que en Amérique du Nord, ici, la vie des enfants compte d'abord pour l'État. Toutes les lois vont vers là. L'enfant d'abord. La femme ensuite. Les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Les hommes. Et après, je pourrais dire, quand je regarde les États-Unis, les Noirs. Parce que eux, généralement, quand ils arrivent, ils font tout et n'importe quoi. Et puis, on a considéré qu'ils sont des espèces bizarres qu'il faut brimer. Et ça, c'est un autre débat. Pour vous dire que c'est tellement important de respecter cette vie. Je faisais la blague avec un ami aux États-Unis quand on voyait des canards que quand ils devaient traverser pour aller d'un point d'eau à un autre point d'eau, toutes les voitures s'arrêtaient et puis le canard devait passer avant. Et je dis, imagine qu'on prend ces canards-là, on leur bande les yeux, on les met dans un avion et puis on les envoie à Lomé et puis ils ouvrent les yeux et puis ils sont devant la lagune de Togbato là-bas. Mais ils vont tellement déprimer parce que ce qu'ils ont ici, la considération, le respect qu'ils ont ici, font que ils sont heureux. Et c'est ça l'harmonie qui existe. Vous verrez que le blanc va construire un parc naturel dans chacun de ces quartiers pour laisser les plantes vivre,
pour laisser les espèces se développer, pour laisser les abeilles se reproduire, les insectes, les canards, les biches, les poules et tout ça. Vous allez voir que la gestion des animaux, la maltraitance animale va être considérée. Effectivement, ils ont fait un choix entre les animaux. Il y a certains animaux qui méritent le respect, les chats, les chiens, et même ça peut aller même jusqu'à des rats et tout ça. Mais par contre, les moutons, les vaches et les cochons, par contre, il faut les abattre. Il faut les abattre de n'importe quelle façon pour que les gens puissent manger du jambon, avoir de je sais pas quoi, du jarret de porc sur leur table et ainsi de suite. Pour finir sur la question de la spiritualité, le végétalisme, c'est ça. C'est le respect de la nature. C'est le respect de la vie d'autrui. C'est la considération que même la mouche qui rentre pour aller chercher ou tomber sur un plat, même la fourmi qui vient chercher un morceau de sucre ou quelque chose pour aller nourrir ses enfants, même, je ne sais pas quoi, l'espèce de rat ou de souris qui va venir aller voler un peu de mil ou de maïs pour aller nourrir ses enfants a besoin de vivre. Même quand on prend la Genèse, on a créé les animaux avant de créer l'être humain. Même si on a donné domination à l'être humain, sur les animaux, on l'a créé d'abord. Donc, ce sont les hommes qui sont sur le territoire des animaux. Quand on va prendre Darwin, les animaux ont existé avant que des primates, des singes, aient fait mutation pour devenir Homo sapiens, Néandertal, tout ce que vous savez. Toutes les théories nous disent que les animaux ont primeur sur les hommes. Ils étaient là avant. C'est nous qui sommes sur leur territoire. Effectivement, je n'empêche pas les gens de consommer de la viande, c'est un choix personnel. Moi, j'ai fait celui de ne plus en consommer. Mais il est important quand même de partager l'information et puis surtout qu'on se pose les bonnes questions. Qu'on se pose les bonnes questions. Donc, il est important qu'on ait cette harmonie autour de nous. Il est important qu'on sauvegarde notre propre santé, notre propre bien-être physique. Je ne parle même pas de bien-être spirituel parce que il peut y avoir différents types de théories. La spiritualité n'est pas accessible, n'est pas matérielle. Mais pour éviter les différents cancers, éviter les AVC, éviter le diabète, éviter de consommer n'importe quoi qui vont créer des soucis pour notre propre organisme, il faut arrêter de consommer la viande. Moi, je l'ai fait. Si moi, grand mangeur de viande devant l'Éternel, vous pouvez aller demander chez Tante Idée, chez toutes les revendeuses de viande. Je connaissais les coins où on faisait les meilleures brochettes. Je connaissais les gens qui faisaient les meilleures brochettes au marché de moutons. Parce que je consommais énormément. Et puis, il y a eu un déclic. Mais aujourd'hui, je mange tout. Sans aucune restriction. C'est-à-dire que je peux faire n'importe quelle espèce de sauce. Je peux faire n'importe quelle espèce de plat. J'ai encore de la chance ici d'avoir des espèces de viande à base végétale ou d'avoir du tofu de soja, du fromage à base de lait de soja qu'on appelle le tofu, qui me permet de décorer mes plats parce que au final, c'est que de la décoration. Si en Afrique, nos mamans sont capables de garder la viande et de nous dire mange le riz, mange la pâte, quand tu as fini, je te donne la viande, c'est parce que la viande n'est qu'accessoire et qu'elle n'est pas si importante que ça. Donc imaginez combien vous pouvez vivre sans manger de viande. Vous n'en avez pas besoin. Et les espèces de viande que nous achetons, les viandes que nous achetons là dans les boucheries, tout ça même sont tellement bourrées de produits chimiques, ont tellement des espèces de nutriments, protéines que notre corps n'assimile pas et qui nous causent des problèmes en posant des plaques de cholestérol dans nos vaisseaux sanguins, en créant le diabète, les différents types de cancers et tout ça, sont tellement là que nous n'avons pas besoin de ça. Aujourd'hui, le cancer tue tellement de gens. On parle de cancer matin, midi, soir. Mais effectivement, l'industrie alimentaire, les lobbies sont trop puissants. Les lobbies pharmaceutiques qui vont nous donner des espèces de produits pour ci, pour ça, parce qu'ils se font de l'argent. Plus les lobbies de l'industrie alimentaire, même si quelqu'un a le remède du cancer, demain on va le tuer. Mais il y a très peu de gens qui disent et qui touchent le doigt le fait que l'industrie alimentaire nous empoisonne. Et quand les véganes le font, on les traite d'extrémistes. On les traite d'extrémistes, on trouve qu'ils exagèrent, mais ils n'exagèrent pas. Moi, je ne vais pas faire de manifestation, je ne vais pas attraper le col d'un boucher pour lui dire pourquoi tu vends de la viande et tout ça, c'est pas mon problème. Parce que je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là.
Mais effectivement, si les gens le font, c'est parce qu'ils ont compris que c'était bien important. Et moi, j'ai voulu faire ce partage-là avec vous aujourd'hui. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu prendre le live en direct sur Apéro Conversation parce que c'est là-bas qu'ils m'attendaient. Mais j'ai eu des difficultés de connexion, mais ça va être réglé. J'ai rendez-vous avec le technicien jeudi pour changer mon modem, pour être 100% sur la fibre optique, pour avoir une connexion qui ne déconne pas. Malheureusement, j'ai dû la faire ici, mais ça a permis de toucher d'autres publics, des gens qui ne venaient pas d'habitude sur Apéro Conversation. Mais je vous invite à vous abonner à Apéro Conversation. On a tellement de sujets qu'on discute là-bas. On a tellement de questions qu'on se pose là-bas, des discussions intéressantes que l'on a là-bas à ce niveau-là. Et des fois, ça fait plaisir de partager le peu de connaissances qu'on a. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui m'avaient dit, oh, on va te poser des questions, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Je pense qu'ils m'attendent de l'autre côté. De toutes les façons, c'est important. On va tous mourir un jour, c'est sûr. Mais essayons de vivre bien pour ne pas mourir de n'importe quoi. D'accord? N'oubliez pas, apéro. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi. Merci, partagez la vidéo. Pour les autres, il faut partager. Partagez beaucoup la vidéo. Je garde mes notes. Mon ami Ali Jazz, que vous connaissez, la plupart de ceux qui me suivent là, il me dit, ah, j'aime bien tes apéros, tout ça, mais que il faudrait que pour le jour de mon anniversaire qui arrive un samedi, que je fasse un live en Mina où je ramène tous les sujets que j'ai trouvé intéressants. On a parlé des rapports hommes-femmes, de la sexualité, de qu'est-ce que l'âme, de la mort et tout ça. On a parlé même de la politique et tout, de ce qui fait que on a des pays comme ceux qu'on a aujourd'hui, avec des dirigeants qu'on mérite. Il m'a dit de faire un grand live le jour de mon anniversaire, le 24 octobre, en Mina, où je réexplique tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on parle de tout ça en Mina et que qu'on explique ça à beaucoup plus de gens parce qu'ils trouvent que il n'y a pas assez de gens qui se connectent, il n'y a pas beaucoup de partage et que le fait que ça soit en français soit un peu restrictif pour d'autres personnes. Mais c'est un choix, pas que je ne peux pas m'exprimer en Mina, mais parce que je ne voulais pas fermer cette information-là seulement aux Togolais. C'est un des reproches qu'on nous fait parce que la plupart les Ivoiriens vont se parler entre eux en français, les Camerounais vont parler en français, mais c'est seulement les Togolais et ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux en Afrique, je veux dire, qui vont souvent intervenir en Mina. Bon, il y a les Congolais qui parlent que Lingala, eux, ils sont dans Lingala partout. Donc, mettez en commentaire si vous voulez que le 24 octobre, on fasse un grand live en Mina avec tous les sujets dont on avait déjà discuté et qui peuvent intéresser d'autres types de personnes. D'accord? Mettez ça en commentaire et puis si c'est important, s'il y a beaucoup de gens qui le demandent, je vais dire à Ali, tu avais raison. Si ce n'est pas beaucoup de gens, on va continuer, on va avoir nos lives. Si vous avez des sujets aussi, écrivez-moi. Écrivez sur Apéro Conversation, abonnez-vous, faites des demandes. Si je trouve le sujet pertinent, moi je vais travailler là-dessus. Et on va partager ensemble un apéro conversation. On boit un petit truc, on discute, on apprend et on apprend tous ensemble.
voyez, comme je vous expliquais par exemple, vous voyez, il y a comme un petit insecte sur mon doigt. Il est tombé dans mon verre, ok? D'habitude, avant, ben, je l'aurais juste tué. Parce que je ne sais pas c'est quoi. Et là, je le laisse faire ce qu'il veut. Au moins déjà parce qu'il est tombé dans un verre de whisky. Et c'est très dangereux le verre de whisky. Parce que le whisky, même quand tu le verses dans la plaie, alors que lui il est complètement tombé dedans. Donc il va marcher sur mon doigt comme ça, tranquillement, en toute quiétude, jusqu'à se sécher complètement et qu'il soit capable de s'envoler. Moi je vais rien lui faire. Parce que c'est petit, c'est insignifiant, mais c'est une vie. C'est une vie qui a besoin de continuer de vivre. Je suppose qu'il a des parents, qu'il a peut-être des enfants, des amis, des gens de sa congrégation, de son école. Je ne sais pas comment ils sont organisés là-bas. Mais moi, je ne vais pas le tuer parce qu'il est tombé dans mon verre. Au contraire, je vais le libérer, je vais le laisser vivre. C'est ça un peu le véganisme. Voilà, là, il est parti. Voilà, je vous laisse sur cette expérience-là que je vous ai montrée. Je pense que c'est de bonne guerre et c'est important. Portez-vous bien et bon week-end. D'accord?